Alors on accueille Amandine François qui va se présenter. Bonsoir, donc oui, Amandine François, donc je suis directrice adjointe dans une association et je suis également mère adjointe de Joël Bruno à Caen en charge de l'éducation et la petite enfance. Je crois savoir également que vous appréciez plutôt François Fillon. Oui, je suis référente départementale du Calvados avec François Fillon. Bon, écoutez, vous poserez également des questions, mais je voudrais, Monsieur Roche, Didier Roche, c'est ça, vous avez une question qui est un peu en lien sur la relance de l'économie finalement, hein. Tout à fait. Monsieur Fillon, quelles mesures comptez-vous prendre pour favoriser l'accession à la propriété, dans le neuf et dans l'ancien ? Quand j'ai préparé mon programme, j'ai rencontré des centaines d'acteurs de la politique du logement et presque tous m'ont dit « si vous baissiez un peu le niveau de contrainte qui pèse sur nous, on vous ferait des logements 2 fois plus vite et 20% moins cher ». Donc moi, l'axe de mon projet, c'est vraiment celui-là. Il faut donner, et c'est vrai pour le logement, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres domaines de la vie professionnelle en France. Faut abaisser le niveau de contrainte. On est allé trop loin, et c'est pas, encore une fois, c'est une responsabilité collective. Donc à vouloir trop protéger les Français contre tous les risques, on finit par privés, souvent les plus modestes, de l'accès au minimum. Et donc moi je veux qu'on allège beaucoup les contraintes sur la construction de logements, qu'on encourage le financement de l'accession à la propriété, mais qu'on ne procède pas avec des aides, voilà, qu'on procède plutôt avec des baisses de coûts et une simplification. Monsieur Casini, vous avez une question sur la fiscalité. Oui, juste un mot sur la question de l'ISF, en liaison d'ailleurs avec le thème que j'ai abordé, c'est la question de l'effort nécessaire et de la mobilisation générale. Il ne s'agit pas, dans mon esprit, d'opposer les plus riches aux plus modestes. Mais dans le moment où, justement, vous prenez cet effort, cette mobilisation générale, est-ce que, moralement, il n'y a pas quelque chose d'antinomique entre, justement, cette nécessaire solidarité et ce message lancé de diminution de l'effort pour les plus les aisés d'entre nous? Est-ce qu'il n'y a pas, finalement, une mesure qui est moralement inopportune et donc fondamentalement économiquement inefficace? C'est ce raisonnement-là qu'on a tenu depuis des années et qui nous met aujourd'hui dans la situation où on est, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus d'investisseurs en France. Voilà, il faut dire les choses simplement. L'économie française est en train de passer massivement sous contrôle étranger. On se roule par terre devant les pays du Golfe pour qu'ils investissent chez nous. On accueille les fonds de pension de nos amis américains à bras ouverts. Et vous pensez que je parle de sujets qui ne concernent pas la ville de Caen ou la région Normandie? Eh ben, regardez le capital des entreprises françaises de chez vous, que vous connaissez bien, vous verrez qu'elles sont toutes en train de passer sous le contrôle de ces fonds de pension. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'investissement. Et il n'y a pas d'investissement parce que la fiscalité du capital en France, c'est 2 fois plus élevée que celle de nos voisins allemands. Et je prends l'exemple des Allemands parce que c'est pas un pays ultralibéral, c'est un pays imposé, c'est un pays avec une administration, avec des structures. Donc moi, je dis que si on veut relancer l'économie française, il faut que la fiscalité de l'investissement en France soit équivalente à celle de nos voisins. Et d'ailleurs, je vais plus loin, je pense qu'avec une monnaie européenne, on devrait avoir la même fiscalité en matière d'entreprise et d'investissement dans toute la zone euro. Mais il y a d'autres manières de diminuer la fiscalité que de s'attaquer. Non, parce que celui-là, dans l'ordre du symbole. Oui, mais c'est justement. Le symbole, c'est important. Oui, mais c'est justement un impôt qui tue l'économie. C'est un impôt qui oblige les patrons de petites PME à vendre leurs affaires parce qu'ils peuvent pas payer l'ISF. C'est un impôt qui pèse sur des gens qui n'ont pas de revenus. Bon, tout le monde le reconnaît, même à gauche, quand on pousse un peu quand les micros sont éteints, on reconnaît que cet impôt est absurde, mais il a cette charge symbolique que vous évoquez. Ben moi, comme j'ai promis de toujours dire la vérité, j'affronte cette charge symbolique. Henri Guénaud, hier soir ou avant-hier soir, parlant de votre programme économique, le qualifiait de purge. Vous êtes certain que les Français sont prêts à ça ? Oui, parce que Henri Guénaud est partisan d'augmenter les déficits, de tout faire péter, de sortir de l'euro. Et c'est une vieille théorie économique qui, à mon sens, n'a plus de réalité dans le monde d'aujourd'hui et qui aurait des conséquences dramatiques sur notre économie. Mais de quoi on parle ? On parle de travailler 2 ou 3 heures de plus. C'est-à-dire de revenir en réalité au temps de travail qui était le nôtre en 2000, et de travailler comme les autres Européens. Voilà.
C'est pas une purge, rien d'une purge. On n'était pas. Il y avait d'ailleurs pas de salariés en 2000 qui manifestaient dans les rues pour demander le passage aux 35 heures. C'est une démarche qui a été initiée par le gouvernement de l'époque pour baisser le chômage. Ça n'avait rien à voir avec la question du confort de vie. Bon, je dis aujourd'hui qu'il faut reconnaître que cette situation est une situation d'échec et qu'il faut faire un petit effort. Et c'est d'ailleurs ce qui me distingue de tous les autres candidats à la primaire, c'est que comme ils n'ont pas le courage d'affronter cette question et de dire qu'il n'y aura pas de redressement national sans un effort de travail supplémentaire, eh bien, ils ne seront pas en mesure de redresser le pays. Et que ferez-vous face aux Français qui manifesteront dans la rue contre votre projet ? D'abord, il va falloir qu'ils votent. Donc, quand ils vont voter pour mon programme, s'ils votent pour moi. Ce sera une première étape qui est absolument fondamentale. Et puis la deuxième étape, elle consistera à mettre en œuvre les mesures qui sont qui ont l'effet de levier les plus forts sur la croissance et sur l'économie, de les mettre en place très vite. J'ai pris 2 exemples en matière de mise en œuvre des réformes. De Gaulle 58, Mitterrand 81. Voilà, ces 2 cas de figure, vous avez des équipes qui arrivent, qui sont prêtes, qui font passer dans un délai très court leurs réformes, qui sont des réformes très, très puissantes. En 80, j'ai moins aimé naturellement, mais je reconnais qu'il y avait de la méthode. Voilà, et c'est ça que je veux faire. Vous négocierez avec les syndicats ? Bruno Le Maire disait encore hier soir, je ne négocierai pas avec les syndicats. Mais bien sûr ça dépend des sujets, mais par exemple un sujet comme si on décide de libérer le temps de travail et de laisser la négociation dans les entreprises en matière de temps de travail. Il y a un vote à l'élection présidentielle, il y a un vote à l'élection législative qui vaut évidemment approbation des Français. Amandine François. Des Français. Oui, alors j'avais une question, mais peut-être que vous y avez déjà répondu partiellement. Tout le monde est d'accord pour dire que votre projet est le plus construit, le plus abouti. Vous avez pris le temps de rencontrer les Français pour le construire. Et donc, ma question, c'était concrètement, comment allez-vous le mettre en application ? Donc, c'est peut-être ce que vous avez déjà commencé à nous expliquer. D'abord, je suis prêt. Ce qui n'est pas le cas de tous mes concurrents. On l'a vu au moment du débat. Il y a des questions auxquelles ils ne peuvent pas répondre parce qu'ils ne sont pas prêts. Deuxièmement, je veux un commando de 15 ministres pour mettre en œuvre ce projet. Et je voudrais que ces ministres aient une caractéristique très originale. Je voudrais qu'ils soient compétents. C'est-à-dire que je voudrais que ce soient des poids lourds. Et des poids lourds de la politique, des gens qui ont une autorité personnelle, et des gens de l'extérieur. Parce qu'il n'y a pas, je pense, aujourd'hui, dans la classe politique, toutes les compétences nécessaires pour assurer le travail que je propose. Et puis, je pense qu'il faut ouvrir la vie politique. Ensuite, je propose d'aller vite, de mettre les 4-5 réformes fondamentales, de les passer entre le 1er juillet et le 30 octobre, en utilisant d'ailleurs toutes les procédures que la Constitution de la Ve République nous donne. Et enfin, je propose de terminer cette période de changements radicaux par un référendum sur 2 sujets, en septembre, pas en même temps que les élections législatives. Contrairement à d'autres. Voilà, parce que je pense que ça fonctionne pas, je crois que c'est même pas constitutionnel, me semble-t-il. Je l'ai dit tout à l'heure, l'inscription dans la Constitution d'un principe d'égalité des régimes sociaux, qui n'obligerait pas à un bouleversement immédiat, mais qui obligerait à une convergence progressive des régimes sociaux. Et le deuxième sujet, c'est une diminution du nombre de députés et du nombre de sénateurs. Parce que je pense que le Parlement, n'étant pas en mesure de voter lui-même cette disposition, il faut un référendum. Vous êtes content, vos amis qui sont dans la salle là ? Oui, mais ils le savent. Floriane. Ça ne les empêche pas de me soutenir. Je le vois, oui. Floriane. Un commando de ministres, 15 maximum. Est-ce que parmi les candidats à la primaire aujourd'hui, si vous êtes élu, il y a des ministrables et si oui, lesquels ? Il y a évidemment un gouvernement, il doit aller chercher les compétences là où elles sont. Et donc, naturellement, ça ne peut pas être que les soutiens de François Fillon. Mais pour le reste, vous attendrez la fin de la primaire pour que je vous réponde. Bruno Le Maire pourrait-il être votre Premier ministre ? Je répondrai à cette question après la primaire. Alors, je vais reposer ma question différemment. Quel est le profil du prochain Premier ministre ? Est-ce que c'est un chef d'entreprise, par exemple ? Qui doit être le Premier ministre ou un politique Non, c'est pas ce que je veux dire. Il faut qu'il soit compétent, évidemment. Il faut qu'il ait une autorité personnelle forte. Et il faut qu'il soit en mesure de travailler en bonne intelligence avec le président de la République. Voilà, c'est pas très original ce que je dis. Hein. Donc il y a pas mal de solutions. Il y a des hommes, il y a des femmes aussi. Valérie Pécresse, par exemple ? Pourquoi pas ? Si vous ne l'emportez pas, François Fillon, pour le coup, vous soutiendrez quelqu'un, publiquement, politiquement, mais fortement ? Je vais l'emporter, donc je ne vais pas répondre à cette question. Néanmoins, il faut quand même l'envisager. Non, mais néanmoins, je ne le connais pas. Vous ne l'envisagez pas du tout ? Non, pas du tout, non. Alors on va passer à une question sociétale. Monsieur
Lebrun. Monsieur le Premier ministre, vous avez récemment redit à l'antenne d'Europe 1 que vous aviez toujours dit la même chose concernant le mariage pour tous, contrairement aux autres d'ailleurs, de ce que vous disiez, avec le projet de réécrire cette loi. Et en 2016, avec une population qui, en général, a assez bien accepté cette loi, était-il nécessaire de proposer de revenir dessus? Est-ce que, en disant cela, vous escomptez simplement une mobilisation de sens commun, de la manif pour tous pour la primaire, ou est-ce qu'au fond, pour vous, c'est vraiment un problème, cette loi, et qu'est-ce que vous comptez changer dedans? D'abord, j'ai jamais changé de position. Donc, j'ai dit ça avant le débat, j'ai dit ça pendant le débat à l'Assemblée nationale, et je dis ça depuis le débat. Qu'est-ce que je dis? Je dis qu'on ne reviendra pas sur le mariage pour tous. Voilà. J'étais contre, mais c'est aujourd'hui un acquis. Et revenir dessus, ce serait ouvrir des débats qui viendraient encore aggraver les fractures que ce débat lui-même a créées. Donc, on ne reviendra pas sur le mariage. En revanche, je veux réécrire une chose, le droit de la filiation. Je considère que le mariage pour tous a, d'une certaine façon, bouleversé le droit de la filiation. Et moi, je veux simplement qu'on inscrive dans le droit de la filiation un principe qui est qu'au fond, un enfant a toujours le droit de connaître son père et sa mère. Et un enfant est toujours issu d'un père et d'une mère. Ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur l'adoption, qui reste possible pour les couples homosexuels, mais avec des conditions un peu différentes. Ça pose la question de l'accouchement sous X. Vous savez, la France est un des rares pays qui continue à pratiquer cette solution qui n'est pas conforme à ce qu'on appelle la Charte des droits de l'enfant des Nations Unies. Et puis évidemment, ça a des conséquences sur la PMA et sur la GPA. Voilà. Mais c'est ça que je propose, et rien d'autre. Une autre question très rapidement sur, vous parliez un petit peu de la mobilisation des forces de l'ordre. Aujourd'hui, quand l'on voit les efforts qui sont consacrés pour la lutte contre le cannabis, est-ce qu'il n'est pas temps, comme le font beaucoup de pays dans le monde, de réfléchir à une situation un peu différente concernant cette drogue qui est d'usage malheureusement assez courant et qui pourrait rapporter de l'argent dans les caisses de l'État? Quelle est votre position claire là-dessus? Je suis contre je suis contre comment on appelle ça, dépénalisation. Dépénalisation. Oui. Attendez, il y a eu un débat l'autre jour au sein dans le débat de la primaire qui n'était pas clair sur le sujet. Moi, je propose aussi, comme d'autres candidats, que on transforme en contravention l'usage du cannabis quand il s'agit d'un usage, quand c'est pas un usage répété. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune sanction. En réalité, c'est trop lourd, c'est trop compliqué. La sanction pénale, ça encombre les tribunaux. Donc je pense que quelqu'un qui utilise du cannabis, une contravention. Quelqu'un qui est un récidiviste, on passe au délit. Et le trafiquant, lui, c'est criminel. Voilà. Mais je pense que dans une société qui aujourd'hui est confrontée à un vrai problème d'autorité, de respect d'un certain nombre de règles, je crois que le message envoyé qui consisterait à libéraliser complètement le cannabis serait un message à contresens. On va terminer cet entretien par une ou deux questions. Mathieu Toussaint, vous avez une question régionale, je crois. Question régionale mais un peu nationale quand même. Et un petit peu nationale, liée à la justice. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait d'avoir une réponse pénale plus forte. Et en même temps, dans votre programme, vous souhaitez réduire le nombre de TGI à 1 par département, 2 en fonction des endroits. Il se trouve que j'ai évoqué tout à l'heure le cas de la Manche. Il est vrai que je vous connais bien. Coutances, Cherbourg, on a 2 tribunaux. Regardez pas Philippe Bach, il va pas vous donner la réponse. C'est vous. Est-ce que cette réduction du nombre de TGI risque pas d'amener un encombrement des tribunaux, et en tout cas dans la situation actuelle physique des murs qui existent, ça risque d'être compliqué d'absorber l'ensemble. Moi, j'ai bâti mon projet en matière de justice avec les magistrats, avec les juges, avec les spécialistes, avec les gens qui me disent qu'il faut une certaine dimension de tribunal pour que ça fonctionne. Mais en même temps, j'ai été élu local très longtemps et je veux que sur tous ces sujets-là, comme sur l'organisation du territoire, qu'on soit très pragmatique et qu'on tienne compte de la réalité des territoires. Je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec la justice, mais il y a des secteurs où les départements n'ont plus beaucoup de sens. En Île-de-France, on pourrait vraiment imaginer d'aller vers une forme de fusion des départements et des régions. Puis il y a des secteurs ruraux où le département constitue une armature en termes d'administration qui, si elle n'existe pas, n'est remplacée par rien d'autre.
Donc pourquoi est-ce qu'il faut que le territoire soit toujours organisé de la même façon partout ? Pourquoi est-ce qu'il faut que toutes les communautés de communes fassent 15 000 habitants ? Ça n'a aucun sens dans la Creuse et ça n'a pas plus. La Manche est Voilà. un exemple particulier. Voilà. Parce qu'au 1er janvier, il n'y aura plus que 8 intercommunalités. Bah oui, à vous voyez, l'échelle du moi je suis département. contre ça. Je trouve que l'idée que ce soit les préfets qui fixent les limites des communautés de communes, que ça soit la loi qui fixe les minimums ou les maximums de population, je trouve que c'est une mauvaise approche, qu'il faut prendre une autre approche, qui soit une approche par les élus locaux, par les citoyens, et je pense que ça ira plus vite et qu'il y aura moins de blocage. Voilà. Alors s'agissant c'est une façon pour moi d'échapper à la question sur le TGI, parce que je la connais pas. Je connais pas la situation de la Manche, mais je veux dire que s'il y a une justification pour conserver un TGI, ok, mais ça doit pas être une question de principe, quoi. C'est-à-dire que c'est comme les hôpitaux. Si il faut regrouper des hôpitaux, on regroupe des hôpitaux. Moi, j'ai fusionné 2 hôpitaux et une clinique privée quand j'étais maire de Sablé. Si j'avais pas fait ça, il y aurait plus d'offre de soins sur mon territoire, et donc je me réjouis tous les jours de l'avoir fait. Premier tour de la primaire lieu dans un mois. Comment on se prépare là sur ces 4 dernières semaines ? Et on se prépare. Moi, je me prépare depuis 3 ans d'abord, et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je suis tous les soirs au contact des potentiels électeurs de la primaire. Voilà, et on accélère progressivement. C'est une course d'endurance. Vous savez que j'aime bien les 24 heures du Mans. Oui. Et dans la course d'endurance, il faut gérer le potentiel de sa voiture, il faut gérer ses pneumatiques, c'est ce que je fais, de manière à être parfaitement capable d'accélérer dans la dernière ligne droite. Et sur cette route, vous passez par Tendance Ouest et la Manche Libre, et on vous en remercie. Et j'en suis très heureux. Merci François Fillon.